Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Gilles. Hello guys. Oui, j'ai vu, vous avez mis votre t-shirt avec le drapeau américain. Ah, c'est bon, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, bah oui. On est à quelques heures de cette élection américaine, donc on va largement consacrer cette émission aux élections américaines avec tout un programme, une riche émission. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Ce matin, on va parler de cet envoyé spécial qui sera diffusé ce soir en prime time sur France 2. Reportage assez dingue, hein. Vous allez tout nous expliquer. C'est vraiment assez fou. Et puis à 10h30, nous serons avec Darius Rochemin, qui est lui du côté de Washington et qui va vivre aussi sur TF1 LCI. Eh bien, cette nuit spéciale, donc depuis Washington, à partir d'1h30 du matin, nuit américaine également sur France Télé. Ah oui, même presque plus que nuit, puisqu'on a 15 heures d'antenne en tout. Ça commence avec Anne-Sophie Lapix. Derrière, il y a Envoyé spécial. Ensuite, on a un documentaire de Laurent Sailly. Mais ensuite, on a une nuit américaine avec Laurent Delahousse, Loïc Delamornay, Étienne Lénart. Et ensuite, il y a Julien Arnaud qui prend le relais. Donc, on est là de 20h à 9h30 du matin. On va rien rater de cette on espère. En tout cas, on fait tout pour. Et puis, on a plein d'envoyés spéciaux partout, notamment dans les swing states qui vont être énormément surveillés cette nuit. Est-ce que vous êtes venu en Harley devant Sud Radio? Vous avez garé votre moto? Parce que non, donc on voit ce visuel. Vous avez passé, c'est ça, avec les bikers de Trump. Ouais, en fait, ce qui était intéressant et pour nous, pour Envoyé spécial, l'envie c'était d'être très très proche du terrain, de faire vivre les États-Unis au plus près à nos téléspectateurs. Donc nos envoyés spéciaux sont allés absolument partout, dans l'Arizona, en Caroline du Nord, au Texas, à Washington, à New York. Et moi, je suis montée effectivement derrière des bikers trumpistes dans l'Alabama. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de casser les clichés qu'on peut avoir. Ils étaient hyper sympas et de discuter avec eux, de passer du temps avec eux, le lendemain d'être à Washington, le surlendemain d'être à New York, ensuite d'être dans une énorme base navale militaire américaine et d'être au plus proche des Américains. C'est ça en fait qu'on a voulu transmettre aux téléspectateurs ce soir pour qu'ils comprennent bien l'enjeu et puis vraiment les fractures qu'il y a dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle des États désunis plus que des États-Unis. Donc c'est ça qu'on a voulu retransmettre au travers de tous nos reportages qui ont été réalisés par toute notre équipe. Comprendre, aller saisir la mentalité américaine et effectivement ces zones de fracture qui sont immenses, quoi. Oui, c'est immense. Et puis je pense que ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'étais avec Loïc Delamornay, qui a été correspondant aux États-Unis pendant 5 ans, qui connaît parfaitement le pays. Et même lui est très surpris de cette fracture immense qu'il peut y avoir dans le pays. Et il faut la toucher du doigt, comprendre, pas juste dire ils sont désunis, ils se détestent. D'abord, c'est pas toujours le cas, parce que moi je me suis retrouvée dans une tailgate, vous savez, c'est les rendez-vous qu'il y a avant les matchs de football américains sur le parking. Il y a les barbecues, ils font tous leur hamburger, les hot dogs, les bretzels immenses. Exactement. En 3 mètres. Et moi je discutais avec des jeunes femmes américaines de la classe moyenne. Il y avait 2 Trumpistes qui étaient là et 2 Kamala Harris qui étaient là. Et c'est 4 copines qui arrêtent pas de se parler. Donc la fracture existe, mais c'est aussi des gens qui se parlent. Donc il faut pas être dans faut pas être dans le cliché. Exactement, voilà. On passe au zapping avec Gilles Gansman. Vous le savez, Élise Lucet, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la télé. Sud Radio Média, l'instant zapping. Oh, c'est Can you see? Est-ce que tu vois mes étoiles? Si la nuit, la nuit est presque la nôtre. Évidemment, c'est l'hymne américain parce que c'est le D-Day des élections américaines. Si vous n'étiez pas au courant, c'est gentil de me le rappeler. C'est aujourd'hui. Alors, bon. Quotidien sur TMC a été sondé nos députés pour savoir est-ce qu'ils sont plutôt Kamala ou Donald. Dans l'ordre d'entrée, Sandrine Rousseau, Olivier Marleix des LR, Aurélien Pradier et Éric Ciotti. On écoute les 4. Question simple, vous êtes plutôt Donald Trump ou Kamala Harris? Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de suspense. Je suis Kamala Harris. Pourquoi? Elle est démocrate, elle porte des combats importants aux États-Unis comme l'IVG. Je la trouve pas suffisamment radicale ni sur les questions écolo ni à gauche, mais c'est mieux que Trump. Vous êtes plutôt Donald Trump ou Kamala Harris? Ah, bonne question. Je suis payé pour ça. Je suis pas Trump. Et vous n'êtes pas Harris non plus? Je serais plutôt Harris, ouais. Trump, il y a des sujets qui m'ont plu dans ce qu'il a fait en matière de politique industrielle dans son premier mandat. Le côté l'Amérique d'abord, on industrialise et on défend son pays. Mais voilà, j'aime pas trop l'outrance en politique. Je trouve un peu malsain, quoi. C'est un premier feeling, mais on sent que l'Assemblée est plutôt pro-Kamala. Vous êtes plutôt Trump ou Kamala Harris?
Je suis plutôt Kamala Harris. Vous avez hésité? Non, j'étais juste en train de me demander si vous trouviez un seul député qui vous dise qu'il avait de la sympathie pour Trump. Je crois qu'il y a Eric Ciotti pour ça. Et pour les délires, c'est Eric Ciotti, c'est pas bon. Tiens, voilà justement Eric Ciotti, on vérifie l'info. Vous êtes plutôt Trump ou Kamala Harris? Plutôt Trump. Mais son extravagance vous fait pas peur? On l'accuse de raciste, homophobe. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Américains se prononcent sereinement et que la démocratie américaine soit préservée quoi qu'il arrive. Et est-ce que France Télé serait pas plutôt Kamala Harris et roulerait pour Kamala Harris? France Télé a les cartes de presse et elle roule pour personne. Pardonnez-moi. Mais franchement, à chaque élection, on observe ce qui se passe et on essaie d'être au plus près de ce qui peut émerger dans le pays. On n'a pas à avoir de position. Enfin, ce serait anti-journalistique que d'avoir une position. Vous êtes d'accord avec le patron d'Amazon sur le journal, c'est le New York Times qui ne s'engage plus pour un politique? Moi, je pense que les journalistes doivent jamais s'engager. Voilà, c'est vraiment, on doit reporter ce qui se passe dans un pays et point. Et c'est tout. Et moi, j'ai envie de dire vraiment donner aux téléspectateurs tous les éléments pour qu'ils se fassent leur propre opinion. C'est ça le plus important pour un journaliste. C'est vraiment de leur donner tous les éléments et après, ils se feront leur propre opinion. On n'a pas à être pro Kamala Harris, pro Donald Trump. Mais en revanche, on a observé cette élection de très près parce qu'elle aura des répercussions très importantes en Europe, dans le monde, évidemment, et donc c'est pour ça qu'on est si présent, France 2 là-bas et France Télévisions globalement. Sur les conflits, l'économie, où vraiment, ça, faut le dire, c'est un enjeu véritablement international, quoi. Forcément, première puissance économique mondiale. America's First, on en a entendu parler. C'est du protectionnisme économique, c'est hyper important, notamment pour nos firmes automobiles, mais autres pour plein d'entreprises chez nous. Et par rapport aux États-Unis gendarmes du monde, nous, on est allé avec Loïc Delamornay sur la plus grande base navale américaine et même mondiale, où il y a normalement 5 porte-avions alignés qui sont là. Bon, il y en avait 2 qui étaient partis sur des terrains de guerre. Donc, parfois, ils veulent plus être les gendarmes du monde, on peut le comprendre, mais de fait, ils le sont. Donc, bien sûr, c'est important géopolitiquement aussi. À 60 ans, Kamala Harris va donc peut-être devenir la première femme présidente des États-Unis le 25 janvier. Rappelons qu'ils auront du temps à se préparer. C'est le 20 janvier, je crois. C'est le 20 janvier. Oui. L'investiture, c'est le 20 janvier, toujours. Elle est ma rédactrice en chef. Mais rappelons que... Attention, vous êtes surveillés. Mais rappelons que Kamala fut procureure générale de Californie. Et rappelez-vous ce moment où elle a fait trembler le puissant patron de Facebook, Mark Zuckerberg, quand elle était donc procureure. Petit rappel par Willy Papa, c'était toujours dans le quotidien. On vous a posé des questions précises et vous n'avez pas répondu. En 2018, Mark Zuckerberg est interrogé par le Sénat sur le scandale Cambridge Analytica, l'entreprise qui a siphonné les données de 87 millions d'usagers de Facebook. L'audition dure 5 heures. Zuck est livide, il se fait démonter, mais les 10 minutes les plus longues sont celles face à Kamala Harris. La sénatrice est venue avec une question et elle ne va pas le lâcher. Est-ce qu'il a été décidé chez Facebook de ne pas prévenir les utilisateurs? Avez-vous pris part à la décision de ne pas informer les utilisateurs? Savez-vous où la décision de ne pas les informer a été prise? Je ne sais pas. Coppola is back. Zuckerberg tente d'abord de botter en touche. Madame la sénatrice, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne me rappelle plus. Sauf que pour Kamala Harris, ne pas savoir, ce n'est pas une réponse. C'est une question de transparence et de confiance. De dire à vos utilisateurs que leurs données personnelles ont été piratées. Elle avait de la poigne, hein. Vous pensez qu'elle a les épaules? Alors, très franchement, nous, on a fait un portrait de Kamala Harris, et Alice Gauvin qui l'a fait il y a 3 semaines, le 24 octobre, on l'a passé dans Envoyé spécial. Il y avait cette scène-là, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, elle avait une poigne de fer quand elle était procureure, ça tout le monde le dit, et nous, on a montré des scènes dans ce portrait. Il y a la scène de Zuckerberg, mais il y en a d'autres. Et on a interviewé son collègue de l'époque, qui était procureur avec elle, qui était le seul procureur noir avec elle, et qui raconte que, en fait, et ça c'est intéressant, elle voulait pas qu'on la catalogue comme une femme noire.
Elle voulait être respectée en tant que procureure. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit avocate et ce qu'elle défende la population noire. Elle a dit non, pas du tout. Moi, je veux être le symbole du droit. Et donc, c'est très intéressant, cette volonté de s'affirmer comme une personne compétente représentant le droit. Et ça l'a suivi toute sa vie. Alors, compétente ou pas, moi, je ne suis pas compétente pour le dire. Je le dis franchement, Gilles. Parce que c'est à l'épreuve des faits qu'on verra. Il y a plus de 40 ans, enfin pas plus, il y a 40 ans, même pile, presque, naissait Canal+, et le célèbre... Ouais. Ah oui, je chante ce matin. C'est vrai. Oui. J'entends ça. Après l'hymne américain. Hier, je l'ai pas mal fait, le... Canal+, à cette occasion, a fait un clin d'œil aux plateformes et à Culte. Ils ont mis en ligne une vidéo comme si, en fait, l'histoire de Canal+, c'était une série Netflix. Je sais pas si vous avez vu. Non, pas cette encore. bande-annonce qui est incroyablement faite. Alors là, vous allez entendre une partie, mais allez la voir. Ils ont imaginé que Canal+, c'était une série. Ça commence par le bureau où il y a Mitterrand. J'ai un canal pour une chaîne de télévision et je souhaite vous en confier la responsabilité. Mais à une seule condition, c'est qu'elle incarne la culture en France. Sans pub, sans redevance, on ne tient pas une semaine. C'est quoi ça? Notre redevance. Ça, c'est mon bébé, Discret 11. Tu prends l'abonnement, tu rentres le code, ça décrypte l'image, t'es Canal à la maison. Événement dans le paysage audiovisuel français, la naissance aujourd'hui de Canal+. Maman, ça y est! Avec l'arrivée de 2 nouvelles chaînes privées et totalement gratuites. Gratuite? Sérieux? Tu me dis pour les décodeurs piratés. On avait promis 3000 abonnés par semaine, mais on va pas y arriver. J'ai besoin de cash. J'ai une proposition qui va vous plaire. Je prends 100% de votre régie publicitaire. Trop élitiste sans déconner. On fait quoi alors, hein? On fait de la télé comme les autres pour compenser les pertes? Si on fait pas ça, on finit à poil. À poil. Si vous cherchez un homme beau, riche et Foncez. intelligent, n'hésitez pas, prenez-en 3. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Incroyable, hein? Ça donne envie. C'est super bien fait. Ouais, super. D'ailleurs, vous avez ce ton-là dans Cache Investigation, le côté un peu avec la voix off, fiction. Ça c'est vraiment une marque forte de la narration. Moi, je dis souvent que le journalisme, enfin, je le pense en fait, que le journalisme, c'est une aventure. Et que plutôt que de donner des leçons aux téléspectateurs, il faut leur faire vivre l'aventure journalistique. Et que ce soit dans Envoyé ou dans Cache, on essaie de faire vivre ces aventures journalistiques. Et parfois d'avoir des codes d'écriture, effectivement, de série, plus dans Cache que dans Envoyé. Mais c'est une manière de rendre aussi l'information, y compris la plus complexe, digeste pour tout le monde. On est sur une télé publique qui s'adresse à absolument tout le monde. Donc démocratiquement, on doit rendre nos programmes accessibles. C'est hyper important. Et pouvoir intéresser n'importe qui, y compris à des sujets supracomplexes, parce que ça les concerne. Et vous avez jamais eu de proposition de Canal+? Si, à l'époque, il y a longtemps, au tout début, j'avais eu des propositions de TF1, de Canal+, mais en fait, moi, je me sens très bien dans le service public parce qu'on y a une liberté incroyable pour exercer notre travail journalistique qu'il n'y a pas forcément ailleurs. On va pas se mentir, on dépend pas des annonceurs, en tout cas pas autant, et donc on a plus de liberté à France Télévisions. Et Delphine Ernotte en est la garante pour l'instant. Elle nous laisse vraiment les mains libres pour faire un travail journalistique. Elle ne nous demande qu'une chose, c'est que ce soit sérieux, très sérieux, et qui est effectivement la promesse de révélation dans nos enquêtes. C'est une légende dont la mort est éclipsée en ce moment par l'élection américaine, mais c'est vraiment une légende. La disparition hier de Quincy Jones, grand producteur mythique. Les carrières de Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles, Donna Summer n'auraient pas été les mêmes. 28 Grammy Awards pour Quincy Jones. Mais oui, incroyable. Et on n'en parle presque pas parce qu'évidemment, l'élection est en train d'être en avant dans l'actu. Illustre trompettiste et amoureux de jazz, on écoute Morning. Et j'aurais pu même vous passer Heartbreak Hotel, vous savez, d'Elvis Presley. C'était la deuxième trompette dans la chanson de Heartbreak Hotel d'Elvis Presley. Et vous connaissez l'anecdote, en fait, Quincy Jones, c'était un délinquant, et un jour, il rentre dans un magasin pour faire un braquage, et il y a un piano dans le magasin, et il s'assoit au piano. Et là, ça a été la révélation, et c'est comme ça qu'il est devenu musicien. Non. Si, promis. Incroyable. Vous écoutez beaucoup de musique ou pas? Du jazz, ouais. Du jazz, ça vous plaît? Ouais, j'adore. Donc là, on est en plein dedans. Ouais, du jazz, du groove. Mais bon, j'écoute plein de trucs, en fait. J'écoute aussi du classique, et j'écoute plein de trucs.
Bon, vous restez avec nous, Élise Lucet, on va pas parler de musique, pas totalement en tout cas dans un instant, on va parler d'envoyé spécial, numéro spécial élection américaine, forcément diffusé ce soir en prime time sur France 2. Vous avez sondé un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit parmi les Américains. Vous avez rencontré notamment un Américain alors un peu spécial, Robert De Niro. Vous allez nous dire comment s'est passée l'interview. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. Sud Radio Média, spécial élection américaine. Ça y est, on est à quelques heures de cette élection qui s'annonce très très serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. On verra, on n'aura peut-être pas les résultats très rapidement. Non, Élise ça peut Lucet, prendre plusieurs jours. La dernière fois, ça avait pris 4 jours. Donc il y a 4 ans. Sur Al Gore, je crois que les décomptes avaient duré 3 semaines. Donc voilà, on va attendre tranquillement. Est-ce que ce résultat vous fait peur par rapport à ce que vous avez vu là-bas? Par rapport à ce que j'ai entendu, est-ce que tous nos reporters ont entendu? C'est-à-dire que on a beaucoup entendu de Trumpistes qui disaient que si effectivement Donald Trump ne gagnait pas, ils allaient prendre les armes, ou qu'ils craignaient eux-mêmes une guerre civile. C'est pas forcément eux qui allaient descendre dans la rue, mais en tout cas ils craignaient vraiment un vrai désordre. Et ça, moi je l'ai entendu, les reporters l'ont entendu, et c'est très présent quand même dans l'émission de ce soir. On l'entend, cette crainte de guerre civile. Je pense que personne ne la souhaite. Oui, vraiment. mais si vous le savez, ça veut dire que Kamala et Joe Biden le sait aussi, donc ils ont peut-être pris des mesures. Ah, mais c'est impressionnant. Moi, je suis allée à la Maison Blanche il y a 3 semaines. Pour les élections, c'est incroyable, les dispositifs de sécurité. Il y a 3 semaines, vraiment, c'était déjà un bunker. Et c'était rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Là, je sais que demain, en fait, ce soir, Anne-Sophie Lapix est à New York, demain elle est à Washington. Le bureau de France 2 est à 150 mètres de la Maison Blanche. Le quartier va être archi bouclé, ça c'est évident. Et c'est partout en fait. Même les bureaux de vote, là j'ai entendu qu'il y avait vraiment des bureaux de vote qui étaient protégés par l'armée. Donc vous voyez, oui, dans les swing states, positionnés, absolument, en Arizona notamment. Oui. Donc oui, il y a une vraie crainte de débordement, ça. Des 2 côtés, je pense. Et oui, je vous ai vu prendre la place du président de la République dans la salle de presse. Oui, enfin, j'ai surtout pris une photo à selfie, c'est ça? Oui, mais j'ai surtout pris. Non, j'ai même fait un lancement du pupitre de la salle de presse de la Maison Blanche. C'était pas que pour un selfie, mais c'est surtout les porte-paroles qui viennent là. Alors, bien sûr, si Kamala Harris est élue ou si Donald Trump est élu, ils viendront et ils prononceront leur premier discours après l'intronisation ou leur première conférence de presse. Plutôt, ce sera là. Et c'est une petite salle ou mais c'est minuscule. C'est ce que je me suis dit. Mais je suis rentrée, je dis mais c'est tout petit en fait. On voit tout ça à la télé, on s'imagine un immense truc. Pas du tout. Non. Et voilà, il y a un mur de caméra derrière, mais un peu bricolé, avec des meubles en bois peints en noir, mais vraiment un peu à l'arrache. Nous, on s'imagine un truc de l'espace, mais pas du tout. C'est pas ça. Incroyable. Benjamin, je vous propose d'écouter la bande-annonce de l'envoyé spécial ce soir dès 21h10 sur France 2. Envoyé spécial inédit au cœur de l'élection présidentielle américaine. Ils ont l'air de citoyens comme les autres, mais ils veulent faire sécession. Rencontre. Les États-Unis sont en train de s'effondrer. Face à l'inflation, la classe moyenne lutte pour s'en sortir. Témoignage. Nous, on fait des sacrifices. On va pas en vacances, on va pas au restaurant. Rien n'est gratuit ici. C'est une passion dévorante et même les armes de guerre ont leur festival. Ambiance. Enfin, place à un invité exceptionnel, Robert De Niro. J'adorerais débattre avec Donald Trump. Je le démolirais. Présenté par Élise Lucet, envoyé spécial États-Unis 2024, mardi soir juste après le 20h sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Élise Lucet, on l'a entendu, la voix de Robert De Niro. Vous avez pu l'interviewer. Comment il est et est-ce que ça a été difficile de l'avoir? Alors oui, c'est très compliqué parce que on a appelé beaucoup de stars américaines, aussi bien pro-Trump que pro-Harris. Et on nous prend pas en considération. On est une télévision française. Pour eux, on n'est rien. On va être honnête. Si j'ai eu la possibilité de faire l'interview de Robert De Niro, c'est que on a un ami commun et donc j'ai demandé à cet ami de demander à Robert De Niro et ça tombait bien. Il tournait avec lui juste 3 semaines avant que moi je réalise cette interview et c'est par son intermédiaire que j'ai décroché cette interview. J'ai demandé à une des photographes de Trump, Régine Mao, d'avoir des stars
pro-Donald Trump. Et là, je pense notamment à Elon Musk, c'était impensable de l'avoir. Ah ouais, injouable. Et je peux vous dire, Elon Musk, on a même essayé de l'avoir pour un portrait qu'avait fait Pierre Monégier dans Envoyé spécial. Et là, on avait 4 mois de délai pour avoir l'interview d'Elon Musk. On l'a jamais eu. Jamais. On n'est pas considéré comme télévision française. Vous verrez, d'ailleurs, Kamala Harris n'a donné aucune interview à aucune télévision européenne. Pareil pour Donald Trump. Ils ne parlent pas aux télévisions européennes, en fait. C'est pas leur préoccupation. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre avec Robert De Niro? Ce qui m'a marqué, très franchement, c'est que c'est un homme qui pourrait vivre tranquillement sur sa célébrité, ses dizaines de films d'Oscar, de tout ce qu'il a fait. Et en fait, il a décidé de se lancer dans ce combat politique, alors qu'il pourrait être tranquille. Et il dit, non, moi, c'est nécessaire pour moi. Il a des mots très forts, hein, moi qui même, à des moments, m'ont fait réagir assez violemment, parce qu'il parle de fascisme. Et moi, je réagis en disant, mais vous parlez carrément de fascisme. Il dit, oui, c'est du fascisme à la sauce américaine, mais c'est du fascisme quand même. Et donc, c'est très étonnant de voir ce monsieur de 81 ans qui dit lui-même qu'il est vieux. Et il dit, non, moi, je suis bien trop vieux pour me présenter à la Maison-Blanche, et l'âge de Biden, j'irai jamais. Mais qui se lance à corps perdu dans cette bataille, parce que pour lui, c'est trop important ce que ça représente pour les États-Unis, cette bascule potentielle. Alors, je peux vous dire qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Il y a des noms d'oiseaux qui fusent, parfois un peu beaucoup d'ailleurs, parfois même un peu trop. Un peu trop, ouais. Ouais, parce qu'il y va. Et ce qui est intéressant, c'est quand je lui demande, vous iriez débattre avec Donald Trump, là c'est plus du tout un vieux monsieur, c'est le Robert De Niro de ses 35 ans, et son visage change complètement quand il dit, mais oui, j'adorerais débattre avec lui, je le démolirais. Et là, on retrouve le De Niro des films, quoi. C'est impressionnant. Pourquoi les gens votent Donald Trump si c'est un fasciste? C'est très intéressant parce que moi je lui pose la question en disant, mais attendez, il y a plein d'Américains qui votent Donald Trump, ils sont pas débiles, on va dire ça. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de crainte en fait, de gens qui sont dans une grande pauvreté. D'abord, ils ont subi l'inflation comme nous en Europe, et de plein fouet, et ils ont attribué cette inflation à Biden, ce qui n'était pas forcément le cas parce que c'était une inflation mondiale. Et donc c'est aussi ça, c'est ce sentiment de déclassement qui fait qu'à un moment ils disent beaucoup, on vivait mieux sous Donald Trump. Vous pensez qu'on pourrait avoir un Donald Trump en France ? Oh, je pense qu'il faut pas comparer parce que franchement, on n'a pas le même système électoral, on n'a pas les. Je crois pas qu'on soit dans ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire, Gilles. On n'est pas dans les mêmes outrances. En tout cas, je l'espère, franchement. Des outrances et puis alors des scènes inimaginables dans cet envoyé spécial ce soir, donc 21h sur France 2. On a notamment ce festival d'armes, stand de tir à ciel ouvert dans un désert. On tire au sniper, on tire au bazooka, au lance-roquettes, et puis même avec des tanks, au char d'assaut. C'est incroyable ça. Des boules de bowling. Oui. Au mortier. Alors c'est en Arizona le festival de Big Sandy Hook auquel Loïc Delamornay s'est rendu. Et pareil, voilà, c'est parce que Loïc a été un excellent correspondant pendant 5 ans aux États-Unis qu'on a accès à ce genre de choses. Sinon, on serait pas accepté. C'est évident. Et c'est stupéfiant. C'est effroyable. Parce que c'est des particuliers, hein, c'est pas un festival d'armes de guerre d'industriels de l'armement, c'est des particuliers qui ont acheté des chars, des lance-roquettes, il y a des adolescents, des gamins qui sont là pieds nus au milieu des armes de guerre, et ils défouraillent comme des malades sur une colline dans le désert, dans l'Arizona, et c'est dingue. C'est complètement fou. Et chapeau bas à Loïc, parce que sans lui, on n'aurait jamais eu ça. Enfin, on va se parler franchement. Le fait d'avoir des correspondants et qui sont vraiment impliqués dans le pays fait qu'on a des ouvertures qu'on n'aurait pas autrement. Est-ce que ce soir, vous allez rester éveillé ou vous allez dormir alors, je vais pas rester. Non, je vais pas rester éveillé. Je me lève à 6h et je verrai le résultat. Non, je vais rester éveillé une bonne partie de la nuit, mais je vais quand même dormir en gros entre minuit et 6h. Et moi, j'en discutais avec Loïc justement. Il me dit, moi, je pense pas qu'on aura le résultat dès demain matin. On verra. Après, il y a plein de gens qui disent on peut aussi avoir une vraie surprise. Il y a le vote des femmes, notamment, qui est une vraie question. On parle de vote caché, oui, des femmes, d'une certaine manière. On entend de plus en plus cette expression. Oui, parce que c'est vrai que les atteintes aux lois sur l'avortement font qu'il y a peut-être un vote caché des femmes qui vont voter Kamala Harris, même si elles sont républicaines, pour sauvegarder ce droit à l'avortement. Et le dernier clip de campagne des démocrates, vous l'avez vu, hein, où il y a 2 couples qui vont dans le bureau de vote, et au dernier moment, les femmes se font un clin d'œil, elles se disent Kamala,
Et le packshot du spot, c'est votre mari ne saura jamais pour qui vous avez voté. Ça veut dire qu'on a ce côté, genre on cache peut-être de plus en plus pour qui on va voter par endroit. Moi, je pense pas. Les Américains sont très ouverts. Hein. Ils vous le disent partout où vous êtes. Mais ils ont des panneaux dans les jardins. Ah oui, ils sont très. Non, puis ils assument complètement leur vote. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Ils en sont même plutôt fiers. Mais les femmes, c'est un peu. D'ailleurs, Trump a dit, c'est pas possible que les femmes disent pas à leur mari pour qui elles votent. C'est pas possible. Incroyable. Et donc peut-être que les femmes auront cette liberté-là. Une petite dernière question. Vous êtes la seule à avoir vraiment interviewé Mbappé. J'imagine que ça vous a dû faire drôle de voir l'affaire Mbappé quand vous l'avez vu dans la presse. Tout le monde, je pense. Et moi, je sais. Enfin. Je pense que c'est très important qu'il y ait des vraies enquêtes là-dessus parce que. Ce qui s'est passé en Suède, pour l'instant, on le sait pas. Hein. On sait qu'il y a une accusation, et j'ai l'impression que ça s'est plutôt dégonflé au fur et à mesure des jours. Mais là, il faut une vraie enquête pour le coup. Et puis, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Vous savez que la famille Mbappé demande 55 millions d'euros au PSG. Ils sont en pleine bataille financière et juridique en ce moment. Donc, il y a aussi beaucoup de je t'envoie ci, je te fais... Enfin, il y a des attaques sur les réseaux sociaux qui sont vraiment très importantes. Vous l'avez trouvé adolescent? Est-ce que c'est un adolescent qui n'a pas eu de jeunesse? C'est pas un adolescent du tout. C'est un adulte bien campé, mais il n'a pas eu une jeunesse classique du tout. Non, mais comme tous les enfants stars, en fait, je pense que oui, on les a privés de leur adolescence, de leur jeunesse. Il peut pas sortir boire un café dans la rue, c'est pas jouable. Il peut pas aller en boîte de nuit, il peut pas. Et toute relation avec lui peut devenir suspecte. Donc c'est compliqué. Bon, ce soir, en tout cas, on parlera des élections américaines. Et un très bon reportage de Julien Duponchel sur les Américains sécessionnistes. Exactement. Ça, c'est complètement. Qui demande à bouger les frontières. Qui va changer les frontières des États. Ils quittent les États démocrates pour aller dans des États républicains et ils veulent élargir la frontière de l'État républicain. Et je voulais donner un grand coup de chapeau à toutes les équipes d'envoyés spéciaux qui ont été mobilisées comme des dingues sur le terrain. Lila Bellili, enfin tout le monde, les JRI, il y a eu vraiment une vraie implication. Des sujets qu'on n'a pas vus ailleurs et on va vraiment au bout des choses. Et encore une fois, 15 heures d'antenne avec toute la rédac de Mobilisé, France Info aussi mobilisée. Avec Anne-Sophie Lapix, avec Laurent Delahousse, Julien Arnaud, également 15 heures d'antenne. Super équipe sur le terrain. Et donc vous, envoyé spécial, donc ça sera à partir de 21h sur France 2 pour tout comprendre de ce qui se passe dans le pays. Ce qui se passe chez le voisin. Effectivement. Merci Élise Lucet. Merci à vous. Bonne journée. Et puis oui, dans un instant, c'est Darius Rochebin qu'on va retrouver. Il faut le remercier parce qu'il est 5h du matin, il est à Washington. Il a mis le réveil. Il a mis le réveil pour nous. Donc on va parler de la nuit de TF1 maintenant. À tout de suite. Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Et le supplément média, on reste du côté des États-Unis à quelques heures donc de cette élection qui décidera qui de Trump ou de Kamala Harris deviendra 47e président des États-Unis, candidat coude à coude. Et pour ne rien louper, TF1 LCI va nous faire vivre cette nuit américaine depuis Washington. On est avec Darius Rochebin qui nous fait le plaisir d'être avec nous en direct des États-Unis. Bonjour Darius Rochebin. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que vous êtes réveillé en pleine nuit pour nous. Il fait tout à fait nuit ici, mais je suis toujours dans le décalage horaire, donc l'effort est mesuré. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez mangé un gros hamburger, un petit hot dog? Vous êtes fait monter quelque chose à l'hôtel? Je suis allé dans un supermarché et j'ai pris plutôt un pique-nique dans la chambre. Alors, comme aux États-Unis, tout est grand, donc vous achetez des yaourts géants et des fruits coupés géants, donc c'est très plaisant. Comment est cette Amérique, Darius, que vous avez vu, que vous sentez pour le moment avant le grand direct? Évidemment, il y a une très grande tension parce que c'est un suspense complet. Pour être franc, voilà, je crois que personne, les gens qui se hasardent à faire des pronostics sont très très imprudents. Donc le suspense si grand fait qu'il y a une tension aussi grande. Vous avez déjà vécu des présidentielles, couvert des présidentielles américaines. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette présidentielle? Je crois que c'est évidemment le caractère atypique de Trump, c'est-à-dire j'ai croisé encore hier soir des républicains assez classiques, tout à fait à droite, qui ne sont pas du tout des gens de gauche, mais qui ne voteront pas Trump parce qu'il est trop différent de ce qu'étaient les candidats classiques, plus messieurs, plus bourgeois du Parti républicain. Donc c'est lui qui crée évidemment l'effet de différence complet.
Alors ce soir, vous êtes le grand Manitou. C'est la première fois qu'on vous confie les clés presque de toute une nuit. Alors, pour la 3e fois, c'est assez rare. Hein. LCI va basculer sur TF1 dès 1h du matin. On va retrouver évidemment Axel Monnier, Gérard Haro, Catherine Gentil et Margot Haddad et Jean-Baptiste Boursier qui vont être votre compagnon de la soirée. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette nuit américaine ? Bon, alors c'est vraiment une équipe, si vous voulez prendre une expression de grand Manitou, puisqu'effectivement Margot Haddad, Jean-Baptiste Boursier et moi, et comme vous le dites, il y a 10 équipes sur le terrain, dans tous les endroits clés. On verra les résultats bruts, vraiment les plus frais, les plus immédiats. Et puis en plus, la valeur ajoutée, vous avez cité quelques noms. Guillaume Debré, notre chef, a été très longtemps correspondant aux États-Unis. Il signe un livre qui est très éclairant sur l'espèce de sécession qu'on voit aux États-Unis. Catherine Gentil, elle a été ici correspondante à Washington. Elle m'a fait hier un petit tour de la ville, parce que moi je suis déjà venu, mais je connais évidemment beaucoup moins bien. Jocelyn Huchet, enfin je pourrais vous citer beaucoup de noms de notre équipe qui ont été très longtemps correspondants, donc ils ont vraiment une connaissance de très longue date et très profonde du pays. Quelle question vous aimeriez poser si vous pouviez l'interviewer? Parce que voilà, pour rien ne cacher, je connais bien Darius de la télévision suisse. C'est quand même le confident d'un tas de personnalités d'hommes politiques qui a une patte spéciale, une intelligence pour les interviews. Si vous deviez poser une question à Kamala Harris et une question à Donald Trump, quelles seraient-elles ces deux questions? Vous me faites plaisir. Ce serait sûrement les rapports avec l'Europe. Je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions ici, vu d'Europe. On a tendance évidemment à croire qu'il y a des gentils et des méchants, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, ils défendent leurs intérêts de puissance d'abord. Moi, je me rappelle très bien, j'ai couvert pas mal d'élections. Quand Obama a été élu, par exemple, j'avais des confrères et des consoeurs de différents médias qui pleuraient de bonheur, littéralement, parce que pour eux, il était le gentil type. Alors, il est pas méchant, mais enfin, il défend ses intérêts de puissance. Obama, ensuite, a été parfois assez dur avec l'Europe. Il a pratiqué les écoutes de la NSA de manière très, très désinhibée. Il a écouté beaucoup d'alliés européens. Il a utilisé les drones tueurs de manière assez, désinhibée aussi. Donc, de la même façon, je pense que Harris et Trump seront très durs en affaires avec l'Europe, surtout dans les circonstances présentes. Donc, ce serait sûrement autour de ça, parce que chacun pense à ses intérêts, et nous, on est des Européens, et ce serait la manière dont ils nous traiteront. Vous avez interviewé le président ukrainien. Est-ce que lui, vous pensez qu'il a une préférence dans cette élection ? Je pense surtout qu'il a un stress considérable là, et je pense qu'il regardera seconde par seconde le résultat, parce que ça fait partie des effets, bien sûr. Je pense que certainement il a une préférence pour Kamala Harris, même si la différence, encore là aussi, il sera pas si considérable que ça, mais il est certain que je pense que Trump a une vision de la puissance qui considère qu'il y a des empires et que les empires ont droit à des zones d'influence, et donc la Russie a une zone d'influence en Ukraine. Je pense que si on met bout à bout tout ce qu'a dit Trump, même s'il se contredit parfois, c'est à peu près sa vision du monde. Et pour l'Israël, c'est la même chose, j'imagine. Alors Netanyahou, c'est encore plus fort. Netanyahou est trumpiste à 200%. Là, il a vraiment Trump un allié complet. C'est d'ailleurs assez drôle parce que quand on est journaliste, on est objectif par métier, et parfois, selon que les gens regardent, selon qu'ils sont pro-israéliens ou pro-ukrainiens, pro-russes ou pro-palestiniens, etc., ils ont parfois des intérêts croisés parce qu'ils n'ont pas la même opinion sur les deux conflits, et donc ils sont plutôt pro-Trump ou pro-Harris selon les théâtres de guerre. Est-ce que l'Europe a quelque chose à gagner dans cette élection, selon vous, Darius Rochebain ? Franchement, plutôt non, parce que les États-Unis se distancient quand même en gros de l'Europe. Ils ont des intérêts toujours moins investis en Europe. Vous savez, nous, LCI, TF1, on couvre beaucoup les guerres, les deux guerres, celle du Proche-Orient, etc. Et on voit à quel point les Américains investissent dans leur puissance. Je crois qu'ils sont à 3,5% du PIB, moyenne européenne 1,5%. Donc en réalité, les Américains, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il faut le reconnaître ça, le contribuable américain paye pour sa sécurité, aussi pour ses intérêts d'empire, et il paye en partie pour nous protéger. Et de plus en plus, ça lui pèse. Est-ce que vous pensez qu'on doit être engagé? J'ai posé la même question avant vous. Il y avait Élise Lucet sur le New York Times qui a décidé de pas s'engager dans la campagne. Est-ce que dans les médias doivent s'engager sur les candidats, même si c'est aux États-Unis différent de la France?
Moi, je suis de l'école de ceux qui croient qu'il faut plutôt avoir un œil critique sur tout le monde. Je vous parlais d'Obama tout à l'heure. C'est sûr qu'Obama nous est plus sympathique que certains extrémistes, mais Obama a été très dur en affaires, Obama a été très brutal dans certaines circonstances, Obama a été très lâche face à Bachar el-Assad. Donc, il s'agit vraiment de décrire les gens tels qu'ils sont. Moi, ça m'est arrivé d'interviewer des gens comme Blinken ou Kerry, qui sont plutôt, entre guillemets, sympas de l'Europe, parce qu'ils d'abord ils parlent un peu le français, Blinken même très bien, ils aiment bien l'Europe, etc. Mais enfin, en dernière analyse, ils défendent aussi leurs intérêts et leurs intérêts seulement. Donc, être un peu naïvement pour l'un ou pour l'autre est toujours un peu court, quoi. Surtout quand on est journaliste. Après, comme personne, on a bien sûr ses préférences, on a des... Et je pense qu'il y a même des... Comment dire ? Il y a des paradoxes. Je vois dans les droites européennes, il y a une sympathie pour Trump, parce qu'il y a une jubilation de voir quelqu'un qui parle contre une certaine opinion dominante. Quand il parle du climat, par exemple, c'est certain qu'il y a des gens de droite ou d'extrême droite en Europe qui se disent « Ah, voilà quelqu'un qui ose dire ce qu'on pense tout bas », ou d'ailleurs pas forcément tout bas. Mais les mêmes nationalistes ou gens de droite européens, ils risquent d'être déçus si Trump se montre très dur en affaires avec les pays européens. Vous allez avoir des invités ce soir durant cette longue session de direct ? Vous allez avoir qui vous pouvez nous annoncer ? On a évidemment des gens comme des représentants des deux camps, quoi, des gens comme Charles Dams qui sont des représentants des démocrates, ils représentent tous les démocrates à l'étranger. Louis Sarkozy, qui est un personnage parce que vous savez, il est bien plus que le fils de son père. C'est quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis, qui a été dans une école militaire très dure, qui a appris à connaître ce pays, qui vit ici aux États-Unis, donc il y a un regard assez original et très libre d'ailleurs. Il n'est pas du tout politiquement engagé de manière automatique. Gérard Haraud, alors qui est évidemment un pilier de l'émission parce que il a la langue très dure. Je vous parlais tout à l'heure de l'objectivité. Au moins lui, il est dur avec tout le monde, donc il peut être très cruel. Mais c'est toujours intéressant les gens cruels en politique. Dites-moi, Darius Rochebin, c'est votre première sur TF1 ? Alors c'est la codiffusion, non, ça arrive qu'on fasse des choses, interview de Netanyahou comme ça, mais c'est surtout la nuit, ensuite avec Margot Haddad qui sera codiffusée. Et de plus en plus, on fait des choses ensemble, et c'est évidemment parce qu'on bénéficie de la puissance de TF1, et c'est tout à fait valorisant. Alors peut-être un jour le 20h ? Non, pas du tout. Je suis beaucoup trop vieux, monsieur. C'est vrai que sur la télévision suisse, vous présentiez le journal incontournable à 19h30. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, la présentation des journaux ? Un journal classique. Ouais, ou vous êtes heureux sur LCI ? Pas vraiment. Je suis très heureux aussi parce que ce qu'on fait là, il y a un peu fromage et dessert, c'est-à-dire, comme je vous disais, il y a l'info brute, c'est-à-dire tout à l'heure, on aura les derniers sondages, les dernières sorties des urnes, les dernières déclarations, etc. Et en plus, une valeur ajoutée qui est une discussion de fond, sans tomber dans l'intello. On n'est pas non plus, on n'est pas une chaîne histoire, hein, on est quand même une chaîne d'actualité au sens le plus fort, mais on peut intellectuellement se donner des libertés, aller dans le fond, plus évidemment qu'un JT où vous passez toutes les minutes à un autre sujet. Vous me ramènerez un goodies ? Vous avez des goodies amusants ou pas ? Ah bah oui, vous savez, j'ai 2 filles, donc la grande est passionnée des États-Unis, donc elle m'envoie là où il faut aller dans Washington pour donc oui, au moins un t-shirt de chaque candidat. Ah mais vous n'avez pas vu des trucs originaux comme goodies que vous pouvez ramener à vos filles ? Alors j'ai pas encore vu. Pour l'instant, j'ai vu que les t-shirts à la gare de Washington, donc je vais investiguer encore. Bon bah prenez un 4XL. Merci beaucoup Darius Rochebin d'avoir été avec nous. Donc, ce soir. Merci. Ouais. Au revoir, merci. Au revoir. Rendez-vous donc cette nuit à partir d'1h30, effectivement, pour vivre cette nuit américaine sur TF1 LCI. Et sachant que ensuite il y aura une partie dans Bonjour avec Bruce Toussaint qui décortiquera les résultats s'il y a des résultats. Et nous évidemment on en parlera aussi demain et avec édition spéciale notamment dès le matin sur Sud Radio. Ben oui, effectivement. Merci beaucoup, Gilles. Mais vous n'avez pas mis de Santiago ? Non. Peut-être demain, qui sait. Demain. Ouais, je garde le mystère. Ouais, c'est comme les élections américaines, il y a du suspense. Allez. On revient dans un instant, place au débat. Mettez-vous d'accord avec l'ensemble de nos débatteurs du jour. On va parler de toute l'actualité. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.